lundi 7 avril. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Suzuka au Japon. Et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve, ainsi que l'auteur de certaines chroniques sur la page du F1 Podcast. D'ailleurs, les chroniques Souvenirs. Kevin Fontaine, comment ça va? Konnichiwa, Martin. Ah Comment oui, ça va? François a fait la même chose vendredi. Ah, ben oui, on est d'adon. Donc, c'est bon. Il m'a accueilli dans la bonne langue du circuit, c'est-à-dire en japonais. Écoute, Kevin, on a eu un beau week-end de course dans l'ensemble. On n'a peut-être pas eu la course, on n'a certainement pas eu la course du siècle dimanche. Sauf que la qualification a été très bonne et comme on en a l'habitude, puis on dérogera pas de ça, on va débuter avec la journée de samedi si tu le veux bien. Mais avant, faut quand même que je fasse mes devoirs de rappeler à nos auditeurs, ainsi qu'à toi, tu dois certainement s'en rappeler, que l'épisode du F1 Podcast est une présentation de Descoeurs Incorporé. Cette entreprise québécoise est spécialisée dans la conception d'escaliers, mais aussi dans la vente de matériel. Donc, si vous voulez des rampes ou quoi que ce soit qui aurait rapport à des escaliers, bien, vous pouvez communiquer avec Descoeurs Incorporé, qui va vous offrir un service humain et sur mesure. Donc, Kevin, à la journée de samedi, séance de qualification. Pourquoi c'est aussi important une séance de qualification sur un circuit comme celui de Suzuka? Ben, on l'a appris dimanche, on le savait déjà, mais pour ceux qui n'étaient pas sûrs ou qui l'avaient oublié, ça nous a rafraîchi la mémoire, que c'est très dur de dépasser sur ce circuit-là au Japon. Donc, l'étude du samedi, cette séance de qualification-là, les trois séances, devrais-je dire, Q1, Q2, Q3, sont drôlement importantes pour être sûr d'avoir un bon positionnement lors de la course. Oui, parce que Martin, à Suzuka, 6 fois dans les 7 derniers Grands Prix, le vainqueur s'est lancé de la première position. Donc, c'est sûr que le positionnement est vraiment primordial lors de l'épreuve. Et qui d'autre? Qui d'autre que Monsieur Max Verstappen qui réussit à s'élancer de la pole? Un tour record qu'il a effacé le meilleur temps de 2019 effectué par Sébastien Vettel. Donc, c'est un 1,26 983 contre un 1,27 064. Donc, le chrono de Vettel est effacé avec une 41e pole position en carrière pour Max Verstappen. Ouais, ça a été tout un tour. En tout cas, c'est un tour d'anthologie, même que ça a ouvert Oui. les discussions à savoir si c'était pas son meilleur tour en carrière. Je pense pas. Je pense qu'il y en a eu des très bons, mais je pense que je dirais dans le même côté que Christian Horner, tu sais, que c'est décidément dans un top 5 ou un top 10. Justement, au Mhm. Japon, si on recule quelques années en arrière, ou ben, quasiment toutes les dernières saisons, c'est simple, là, tu le disais, le Vettel en 2019 qui a eu la pole, mais depuis ce temps-là où il y a eu la pandémie et tout ça, bon, on peut dire, on va simplifier ça, depuis que c'est l'effet de sol, ben, c'est le circuit à Max Verstappen, tout simplement. Donc, pas surprenant de le. Ben, moi, j'étais pas surpris parce que tu m'as entendu me prononcer là-dessus. Je pense qu'il fallait pas compter pour battu Red Bull pour le week-end. Surtout pas lorsqu'on dit Red Bull, bien sûr, Red Bull, c'est Max Verstappen, là, le coéquipier est un peu ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est une option qui est pas toujours là. C'est un employé à temps partiel, le deuxième pilote chez Red Bull. Puis c'est pas une attaque envers Tsunoda, c'est plus la position depuis quelques années. C'est comme ça que ça fonctionne. On le voit pas à tous les week-ends. Euh, donc, d'être capable de faire ce tour-là, on sait que ça prend une voiture aussi. Bien sûr, c'est un circuit de pilote, Suzuka, sauf que la Red Bull, même si on retourne à la RB20 l'année dernière, qui avait ses défauts, avait bien répondu sur le circuit de Suzuka. Donc la RB21, qui était une évolution de ça, j'aurais été assez surpris, même déçu. Je suis persuadé que ça aurait été pareil chez Red Bull de voir qu'on a fait une évolution de la voiture, mais des circuits où ce qu'elle répondait bien, tout d'un coup, elle répond plus bien. Donc, de les voir bien performer là, on le sait que c'est dans l'ADN de la voiture. On jouait beaucoup aussi avec la voiture blanche. On voulait honorer Honda. Bien sûr, oui, c'était le premier Grand Prix de Yuki Tsunoda. Ça a été un autre dossier, on en parlera plus tard. Mais de voir Verstappen se glisser
devant les McLaren. Ça a donné le ton au week-end. Ça a donné le ton un peu aussi à la saison, si tu permets de peut-être d'aller dans ce sens-là aussi, dans le sens que les deux séances de qualification de course avaient été dominées par McLaren jusqu'à maintenant. Donc, puis les séances d'essai libre aussi, on voyait une demi-seconde d'avance du côté de l'équipe Orange Papaye. Donc, à ce moment-là, de voir une voiture qui est pas justement orange se glisser devant pour le Grand Prix, c'était, je veux pas dire rafraîchissant parce que je pense pas qu'après deux Grands Prix, ça n'est si lourd que ça. Sauf que ça annonce bien la saison. On pensait peut-être que ça serait un peu plus tard dans la saison qu'on verrait les autres écuries venir faire la compétition. On pensait peut-être que ça serait une voiture rouge qui viendrait déranger les voitures oranges. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est quand même Lando Norris qui a signé le deuxième temps et Oscar Piastri. Mais déjà là, le week-end commence et selon moi, j'avais déjà mis une note dans mon dossier. McLaren viennent déjà d'échapper quelque chose d'important. Ouais, c'était vraiment serrant entre les trois pilotes et pourtant, Verstappen n'était pas le plus rapide dans les trois secteurs. Mais Mhm. l'ensemble de son tour était très bien réussi. Et tu l'as mentionné, Martin, c'est pour moi un des plus beaux tours de Max Verstappen. On le sait à bord d'une voiture qui n'est pas encore au niveau de McLaren sur un circuit à Suzuka où le pilote peut faire la différence parce que Suzuka, on le sait, c'est un circuit de pilote. C'est là où on voit les ténors s'imposer par rapport aux autres. Et ça a été le cas samedi. Et on a vu la démonstration effectuée par le champion du monde. Et les deux pilotes de l'écurie McLaren n'ont pas réussi à concrétiser leur tour de qualification. Et ça, comme je l'ai dit, Martin, c'est primordial à Suzuka quand on voit l'historique par rapport à la qualification où on s'élance face à la course. Donc, autant du côté de Norris que de Piastri, on avait la voiture pour signer la pole. Et c'est finalement Verstappen qui s'est imposé en Q3. Verstappen, c'est ça, comme on dit, oui, un circuit de pilote. C'est aussi un circuit classique. On sait qu'il les aime bien. Puis en Mm. plus, les virages rapides, c'est là où ce que Max Verstappen réussit encore plus à faire la différence. Réussit encore Ouais. plus à montrer, oui, son côté téméraire, mais sa précision au volant, le fait qu'il ressente tellement bien ce qu'il peut avoir la voiture. Il sait la limite, elle est où. Il sait même comment l'étirer. Je ne sais pas si tu as vu la réaction de Fernando Alonso après le tour de Ouais. Verstappen. Ça m'a Ouais. rappelé un peu, c'est en 2021, je pense, en Arabie Saoudite, qu'il regardait la vidéo. Finalement, Verstappen, ça s'était mal terminé. Dernier virage, avait échappé la voiture. Mais on voyait Alonso en direct se laisser déconcentrer de l'entrevue qu'il essayait de faire, puisqu'il regardait sur l'écran, il voyait le tour, puis il en revenait pas de la précision de voir Verstappen longer les murs. Puis là, il est arrivé en entrevue, puis il était en train de rire, puis il avait un sourire, puis là, le journaliste lui a demandé, il dit, est-ce que c'est quoi qui te fait sourire? C'est le tour de Verstappen, puis tout ça. Puis Fernando, il va d'un commentaire en disant, bah, il y a juste lui qui peut faire ça maintenant en Formule 1. Mm. C'est un tour à la Max Verstappen. Puis, tu vois, il semblait comme impressionné, mais en même temps, voulant dire comme, bah, qu'est-ce que tu veux faire contre un gars comme ça, tu sais? Mm. C'est beau Fait à que voir. oui, c'est exactement. Oui, c'est pour les gens qui savent en profiter, là, qui ont pas nécessairement, il y en a qui ont du ressentiment envers Verstappen, envers Red Bull, envers tout ça, mais pour les gens qui sont vraiment des puristes de la Formule 1, qui sont capables de se laisser aller et de simplement profiter d'un moment comme ça, ben c'était quelque chose à voir. C'était une très très belle séance de qualification, un très très beau tour, et de voir justement des McLaren qui sont au sommet de leur art, des pilotes qui, on va s'entendre, là, Norris a fait quelques erreurs, mais c'est pas un tour catastrophique non plus pour les McLaren. Ils ont simplement été battus. Et c'est pas comme Mhm. si on l'avait. Tu sais, on peut pas dire ah ils l'ont donné. Ah, ils ont, tu sais, Non, c'est admettons, ça. quelqu'un met pas les. C'est un peu comme George Russell. George Russell, c'est tout différent. Lui, il a donné l'opportunité à Leclerc de passer devant lui, à Piastri, à Norris et à Verstappen, parce que on le dit, Mercedes, c'est la deuxième voiture. Lando Norris les a même identifiés comme leurs plus proches poursuivants avant le début du week-end. George Russell mentionnait qu'ils étaient l'écurie la plus rapide, la deuxième plus rapide, pardon, en Chine. Donc, on s'attendait vraiment à quelque chose de bon des Mercedes, même si ça n'avait pas été le cas l'année dernière. Puis George Russell était capable, on l'a vu dans les temps, dans ce cas, il avait la possibilité de faire bien mieux qu'une cinquième position. Finalement, premier secteur, c'était complètement bousillé, c'était raté, donc il a perdu cette opportunité-là. Lui, on peut vraiment dire qu'il a laissé tomber quelque chose. Il a laissé tomber des points lors du week-end parce que, oui, Charles Leclerc a réussi à se glisser quatrième, mais je suis certain là, que si on fait l'état des forces, c'est la Mercedes qui devait avoir cette position-là. C'est peut-être même la Mercedes qui devait être dans le top 3 plutôt que la Red Bull de Verstappen. Oui, Russell, qui n'a pas concrétisé, il était en lice pour une première ligne parce que durant la Q1 et la Q2, il était deuxième.
Mhm. Il n'a pas réussi à faire un tour parfait en Q3 et c'est pour ça qu'il n'a signé que le cinquième chrono. Donc, déception dans le clan Mercedes, car on avait les rythmes pour aller chercher un bon positionnement sur la grille, surtout dans le cas de Russell. On sait à quel point c'est un bon pilote au niveau des qualifications. C'est un pilote qui, je trouve, est capable d'extraire beaucoup de sa voiture sur un tour rapide. Et malheureusement pour lui, ben, ça ne s'est pas concrétisé dans les qualifications au Japon. C'est pas si facile que ça, hein. Je reviens souvent là-dessus. Euh, d'être, c'est une chose d'avoir la bonne voiture, d'être au bon endroit, un bon circuit où ce qu'elle répond bien, mais il faut être capable de livrer, il faut mettre les morceaux ensemble pour être capable de livrer un bon résultat. Mhm. Cinquième, il n'y a rien de catastrophique là. Sauf qu'on sait que ça va être un championnat qui va se jouer très serré. Et puis là, ben, Russell, est-ce que ça aurait changer son dimanche, on ne le sait pas. Sauf que pour l'instant, il a quand même perdu la troisième position au championnat des pilotes. C'est encore une saison très, très longue, mais c'est juste qu'on sortait avec beaucoup de positifs du Grand Prix de Chine. Ça aurait été le fun de continuer à construire là-dessus, de rouler à l'avant. Une petite opportunité ratée de leur côté. Un qui rate pas ses opportunités, par contre, c'est Andrea Kimi Antonelli, mais il préfère être appelé Kimi Antonelli. Donc, on verra au cours de l'année si on laisse tomber le Andrea. Mais pour ce qui est de la jeune sensation de Mercedes, sixième quand même, toujours dans les top 10, réussi à se rendre en Q3. Ce que j'ai trouvé intéressant d'Antonelli, c'est que ça n'a pas été un week-end facile. J'ai aimé l'adversité qu'il a traversée, autant dans ses séances d'essai libre, il avait énormément de difficultés. Même, j'ai envie de dire, lorsque les qualifications ont commencé, il n'était pas à l'aise encore. Il y a eu un certain moment où ce que je me demandais s'il n'allait pas être éliminé en Q1. Ça n'a pas été facile, là. Ça s'est pas passé d'un seul coup. Puis on met les bons temps ensemble, les bons chronos sur le tableau, puis on s'en va tout de suite en Q2. Il a fallu qu'il travaille très, très fort. Puis il a dit qu'il a appris beaucoup de ça, mais qu'il a pas aimé ça, là, dans le sens que il a trouvé qu'il a joué avec le feu. Là. Il était minuit moins une lorsqu'il a mis les bons morceaux ensemble pour être capable de compléter un tour. Mais j'ai trouvé que ça fait partie du progrès, puis il a montré c'est drôle, il a comme montré de l'expérience sans en avoir, mais normalement, c'est des bons pilotes. C'est des pilotes qui ont de l'expérience, qui sont capables de surmonter ça. Lorsque tout part de travers, puis que t'as pas vraiment ton momentum de tes séances d'essai libre, puis que t'as pas de momentum dans ta Q1 non plus, de survivre pareil, j'ai trouvé que ça a été très, très bon de sa part pour Kimi Antonelli, pour un jeune pilote. Ça a été très bon et surtout sur un circuit comme ça où on n'est pas familier avec une Formule 1, ben c'est pas facile de se faire justice. Et Antonelli, il démarre pas, là. Écoute, c'est une 27 318 pour Russell et une 27 555 pour Antonelli. Donc, pas très loin de Russell, oui, qui a fait une erreur, mais quand même, on va se dire, pour un jeune pilote qui arrive dans un circuit aussi technique, faut le faire. Faut le faire. Déjà, il a réussi à battre un septuple champion du monde. Ça, faut le mentionner aussi Oui. en Lewis Hamilton. Donc, bravo. Ce qui est pas une chose aisée à faire. Et il a réussi encore une fois à se hisser en Q3. Donc, moi, sur ça, je suis vraiment content de voir les performances d'Antonelli. Il prouve vraiment là, que Mercedes a bien fait de le titulariser cette saison. Puis des performances si tôt dans la saison. Mhm. Normalement, lorsqu'on amène des recrues, on dit toujours, là, il y en a qu'on demande plus ou moins un chiffre clair, là. Parlez-en à Red Bull. Combien de temps on devrait donner à des jeunes pilotes? Mais tu sais, on a souvent le chiffre des 5 courses, même si 5 courses, c'est pas beaucoup. Mais Kimi Antonelli, depuis qu'il est dans la voiture, il livre la marchandise. Là. Il n'y a pas cette. Quelqu'un qui connaît pas la Formule 1, puis tu essaierais de lui expliquer, Antonelli est en période d'adaptation, il est jeune, il en est seulement à sa troisième fois vraiment qu'il pilote une F1 de façon compétitive. Ça n'a pas l'air de ça du tout, du tout, là, lorsque tu regardes les statistiques, lorsque tu le regardes aller, là. Disons que le CV ne va pas avec ce qu'on voit, Mhm. là. C'est pas du tout. On a l'impression que c'est un pilote qui est là depuis déjà quelques saisons. Même, je ne veux pas aller trop vite, c'est simplement, comme on dit, troisième Grand Prix. Mais même, il y en a qui sont là depuis quelques saisons qui ne démontrent pas ces choses-là. Bien sûr, Antonini, c'est un talent générationnel. C'est pas pour rien qu'on met le terme générationnel, c'est que ça arrive pas toutes les années des gars comme ça. Sauf que si rapidement, puis comme je le dis, il m'a beaucoup impressionné dans cette qualification-là à cause de l'adversité. Puis quand on parle d'adversité, ben, je pense qu'il y a un gars qui a redéfini le mot, là. C'est Isaac Hadjar, parce que
séance de qualification, là, vraiment pas facile, là. Je me suis mis une note là, sur ma note, tu vas comprendre ce que je veux dire, Kevin. J'ai écrit les boulettes à Adjar. Que je sais pas si tu as manqué ce côté-là au cours du week-end, mais Isaac Adjar avait un problème avec sa ceinture de sécurité. Ouais, ouais. Où ce que c'était attaché, puis ce qui arrivait, c'est que ça venait le coincer dans son entrejambe. Donc, c'était vraiment pas facile. J'imagine que sur tous les circuits, c'est pas le fun, mais celui de Suzuka, Mhm. avec les virages rapides, Encore donc moins. encore, je sais pas, j'ai l'impression que c'était encore moins, c'est ça, à Suzuka. Ouais. Fait qu'avec tous les virages rapides, il souffrait énormément. Il pensait pas être capable de sortir de la Q1. Ça lui faisait énormément de douleur. Puis en plus, c'était de Mhm. la douleur accumulée parce que ça avait fait ça durant les deux séances Mhm. la séance du matin, excuse-moi, la séance du samedi matin. Donc, ça lui avait fait la même affaire. Il y avait eu des difficultés, puis tout ça. Fait que là, on essayait de trouver une solution. À un moment donné, il a demandé à l'écurie, il dit, ah, là, c'est de retour, je sais pas ce que je vais faire, j'ai de la misère à me concentrer. J'ai pas la tête focus à ça parce que on va le comprendre, là, ça dérange un petit peu beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a réussi. Il a réussi à faire un temps pareil, survivre. Son écurie lui a demandé est-ce que on a vraiment besoin de te sortir de la voiture et de te rasseoir à l'intérieur pour voir si on peut pas régler le problème comme ça. Il dit, ah oui, 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 absolument. Fait que là, on s'est dépêché, on a ramené Isaac Hadjar au puits, puis on l'a sorti de la voiture, puis on l'a ramené, quitte à sacrifier un peu de temps de la Q2, mais finalement, il a réussi à survivre. Tout ça pour dire, il a réussi à se qualifier septième, malgré que son entrejambe lui faisait assez mal, merci, lors de ces séances de qualification-là. Donc, en plus d'être une recrue, je disais à Antonelli, ben lui, il avait à bâtir son momentum, il avait à travailler, mais Isaac Hadjar avait un problème qui est pas très commun, sauf en endurance. Là, j'écoutais Jacques Villeneuve qui mentionnait que c'est une situation qui arrive beaucoup dans ce type de course-là, puisqu'on change de pilote pendant un arrêt au pluie. Donc, le temps que tu t'assis, des fois, t'as pas le temps de bien t'asseoir, t'es mal installé. Puis là, il faut que tu survives ça pendant quelques heures. Mais en Formule 1, normalement, on prend le temps de s'asseoir, donc c'est rare qu'on voit ça. Mais le reste, pour la performance de Isaac Hadjar, là, il se comporte très bien. C'est la deuxième fois qu'il se qualifie septième, hein. Si je me trompe pas, c'était la même chose en Chine aussi. Écoute, j'ai pas les chiffres devant moi, mais écoute, c'est sa deuxième Q3. Donc, sur ce, Ouais. bravo, vraiment bravo à Adjar. Ce qui prouve que la Racing Bulls, la V-Carb 02 est une monoplace qui est bien née, du moins pour les qualifications. Et ça, c'est bon signe de voir un jeune pilote qui arrive comme ça, première saison, et qui réussit à bâtir une confiance. On se rappelle en Australie, au départ tour de formation, bang, dans le mur tout de suite. Là, réussi à passer par-dessus ça, très important, c'est bon pour la confiance. Réussi encore une fois à bien performer. Donc, sur ce, vraiment, chapeau à Isaac Hadjar qui a réussi à, encore une fois, extraire le maximum de sa voiture. Un pilote que je trouve qu'on pourrait, en tout cas, selon moi, Martin, je pense qu'on pourrait le mettre comme l'une des surprises de la saison. Moi, je sais que je l'avais peut-être coché comme peut-être un potentiel destructeur de voiture, puis je l'assume à 100%. Mais je dois dire qu'en ce moment, je suis très surpris. Je suis vraiment très surpris. Puis en même temps, dans un certain sens, ça ne m'étonne pas tant que ça parce que c'est un pilote que j'ai vu grandir au cours des dernières années en Formule 2. Et quand je le regardais, je me suis dit, il s'adapte bien et il s'adapte vite. Et ça, c'est bon signe pour une écurie. C'est bon signe pour le pilote aussi de prendre confiance rapidement et de pouvoir extraire le maximum à bord d'une voiture. Une voiture qui cherche à aller chercher le plus de points possible aussi, parce qu'on sait que parfois, et en fait, même souvent, le milieu de plateau est très resserré. Donc, aller chercher les points le plus souvent possible, c'est un must, comme on dit en anglais. Oui, puis je peux te confirmer que c'est le deuxième Grand Prix consécutif que Isaac Hadjar se qualifie septième pour la grille de départ du Grand Prix. De son côté, huitième pour Lewis Hamilton. Mhm. Hamilton, pas nécessairement la séance de qualification qu'il souhaitait. Hamilton, bien sûr, il a pris ses responsabilités, hein. Il a fait un peu comme la saison dernière. Il a dit qu'il se doit d'être meilleur. Je suis un peu Ouais. surpris que déjà au troisième Grand Prix, on commence à réentendre les mêmes phrases qu'on a entendues à de nombreuses reprises dans les dernières saisons. J'ai eu de la difficulté à pas penser aux commentaires de David Coulthard là, dans la saison morte qui avait dit que ça l'inquiétait de voir à quel point que Lewis Hamilton avait perdu
du temps ou avait perdu ses repères en qualification. Ça avait valu beaucoup de critiques à l'endroit de David Coulthard. Mika Hakkinen avait dit la même chose, avait dit, moi j'avais commencé à perdre mes réflexes, mes temps en qualification, ce qui m'a poussé à prendre la retraite. Je suis pas en train de dire que Lewis doit prendre sa retraite, il a quand même gagné la sprint il y a 2 semaines. On sait que, oui, bien sûr, la voiture a été disqualifiée. On a conservé le résultat de la sprint, mais finalement, il s'est passé ça plus tard là, le lendemain. Donc, est-ce que ça vient un peu, on le dit, là, ça vient un peu enlever cette victoire-là, mais quand même, je veux dire, on le sait, là, il va y avoir des flashs pour Lewis Hamilton. On va voir des segments où ça va bien aller. Ce qui me déçoit un peu, c'est le côté qualification qu'on aimerait. J'aurais pensé que peut-être ça aurait pu se corriger. Il est encore tôt dans la saison du côté de Ferrari, mais c'est le discours. Lorsqu'on l'entend dire ah oui, c'est moi que je dois être meilleur, puis se gratter un peu la tête, essayer de comprendre pourquoi il n'est pas capable de faire un temps compétitif lorsque c'est le temps, pourquoi il est plus capable de faire ça depuis déjà un peu plus d'une saison maintenant. Donc ça reste à voir pour le reste de la saison, mais c'était pas une très belle séance de qualification pour Lewis Hamilton. Lorsque tu te qualifies, bien sûr, derrière une Racing Bulls à bord d'une Ferrari, c'est jamais souhaité. Puis tu as aussi une recrue comme Antonelli qui passe devant toi. Oui, Mercedes a une meilleure voiture, mais quand même. C'est pas, Ouais. c'était pas l'idéal pour Lewis Hamilton. Son coéquipier est quand même quatrième aussi. Ouais, il a été déçu. Il a été Oui. déçu de sa performance. Il l'a reconnu aussi. Donc, ça c'est bon. Ça, c'est quelque chose que j'aime d'Hamilton. C'est que quand ça ne va pas, il est capable de le reconnaître. Il dit, donc, j'ai pas fait le travail, je dois être meilleur. Il n'a jamais été devant Leclerc durant les 3 portions des qualifications. Donc, un peu dans le dur pour Hamilton qui s'adapte, qui prend le temps aussi. Mais il faut aussi prendre en considération que sur ce circuit-là, le positionnement, c'est très important. Mhm. C'est très important et c'est sûr qu'en s'élançant huitième, ben, on se donne moins de chances d'aller signer un meilleur résultat. C'est sûr qu'il peut y avoir des aléas en course, mais parfois, ça, c'est pas nécessairement garant que ça va se passer ainsi durant la course. Ça, c'est une certitude. Non, exactement. Pour Alex Albon, bon début de saison pour Mhm. Albon, encore une fois dans le top 10, a réussi à se qualifier 9e. Très belle performance. La Williams répond bien. La Williams, normalement, c'est pas Suzuka, c'est pas été un bon circuit par le passé nécessairement. Donc, d'être là, c'est une bonne nouvelle pour l'écurie, une bonne nouvelle pour Albon aussi, qui continue à bâtir un très, très bon début de saison. Un qui bâtit un bon début de saison aussi, continue de nous impressionner. Il n'a pas fait beaucoup de grands prix en carrière, mais à tous les fois qu'il saute dans la voiture, surtout en qualification, il semble naître vraiment. Là, on le voit là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'Oliver Burman dans les séances de qualification. La trajectoire aussi qu'il prenait, je ne sais pas si je peux attirer ton attention là-dessus, si tu vas t'en rappeler exactement, mais il prenait l'entrée au puits là, très très serré vers l'entrée au puits. Je veux dire un peu à la Max Verstappen, là, aller frôler le mur de béton. Donc, très Mhm. téméraire de la part de Berman qui, déjà à son âge, a non seulement la maîtrise, mais aussi il est assez rapide pour comprendre les bonnes trajectoires, savoir ce que les autres font bien et faire la même chose de son côté aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très belle, trois très belles séances de qualification pour Oliver Berman à bord de sa Haas. Oui, c'est bon de voir encore un jeune pilote qui a réussi à bien s'en tirer, surtout face à un coéquipier d'expérience. Oui. Ça aussi, c'est ça qui est le fun à voir, c'est que face à des rivaux comme ça qui ont plusieurs saisons dans le corps, ben souvent, on va peut-être penser que le plus jeune va peut-être se faire subir la loi par son coéquipier, et c'est pas le cas. C'est pas le cas de Bearman, en tout cas sur un circuit comme celui-là à Suzuka, où où c'est très important d'avoir les bonnes trajectoires parce que c'est surtout dans le premier secteur, on est déstabilisé et après ça, c'est tout le secteur qui est ruiné. Ça, c'est inévitable. Et c'est un circuit, comme on le dit souvent, c'est un circuit de pilote et tout, et c'est important de bâtir en confiance. Et Bearman a réussi à faire ça. Alors, sur ce, bravo, bravo Oliver Bearman. Une autre très belle performance qui en étonne encore quelques-uns parce qu'il a réussi à le faire déjà l'année passée, mais il continue encore de le faire cette saison. Donc ça, c'est bon signe parce que moi, comme je dis, Martin, il y a un pilote Ferrari qui arrive en fin de carrière. Donc, si jamais il réussit encore à tirer les records, c'est peut-être lui qui va se ramasser dans cette Ferrari-là au cours des prochaines années. C'est peut-être pas impossible. Ben, pour moi, il n'y a pas de doute là, que Berman Mhm. est le prochain en liste. On l'a placé chez Haas, c'est pour ça aussi. La Ouais. date qui va arriver chez Ferrari, ça, on ne le sait pas.
Mais aussitôt, je serais bien surpris, à moins qu'on décide vraiment d'y aller avec des pilotes d'expérience. Mais rendu là, Berman va avoir quelques saisons, peut-être une ou deux saisons, quand Verstappen va décider, pas Verstappen, plutôt Hamilton va décider de tirer sa révérence ou que Ferrari va décider de le pousser à tirer sa révérence. Mais pour moi, il est dans l'équation, c'est sûr. C'est pas un hasard là, on l'a positionné là, là. Puis Mhm. il répond très, très bien. J'ai hâte de voir le reste de sa saison, mais ça en est un autre, ça. C'est quoi sa première séance de qualification dans une Ferrari avait manqué la Q3 par même pas un dixième de seconde, avait été battu par Lewis Hamilton. Ensuite, je me rappelle pas comment ça avait été du côté de l'Azerbaïdjan, mais je pense que l'Azerbaïdjan, ça avait bien été aussi. De l'autre côté, où ce Mhm. que ça avait été plus compliqué, c'était à Sao Paulo, mais c'était un circuit, Ouais. c'était dans la pluie, là, c'était compliqué pour tout le monde. Puis après ça, ben, depuis le début de la saison, il fait très bien, je trouve. Donc, encore là, très hâte de voir le reste de sa saison et l'expérience qu'il va réussir à accumuler. Puis, mais bonne chance à Esteban Ocon, en tout cas. Hülkenberg, on avait vu un petit échantillon la saison dernière, là, que Berman n'était pas facile à battre en qualification. Ben, Ocon, je pense qu'il est en train de le découvrir. S'il ne le sait pas déjà, là, du moins, c'est peut-être en fin de semaine qu'il l'a réalisé. Euh, Pierre Gasly sur Alpine. Alpine, pas le meilleur début de saison, mais en même temps, on sait que c'est pas des circuits évidents lorsque tu as un déficit moteur. Je pense que Gasly, une 11e position, c'est quand même très bien. Je pense que du Mhm. côté de, j'ai pas pris ses commentaires, là, mais du côté d'Alpine, on doit quand même être satisfait de ça. 11e. Sainz, 12e. Essaie encore de découvrir la voiture à James Valls, directeur de l'écurie Williams, le mentionnait. Je pense que ça peut prendre 5 grands prix. Le chiffre magique pour tout. 5 grands prix. 5 grands prix. On pense que c'est ce que ça va prendre à Carlos Sainz pour être capable de s'ajuster à sa nouvelle voiture, une monture qui est très différente de ce qu'il y avait chez Ferrari. Donc, pour ce qui est de Sainz, 12e, je pense que c'est pas catastrophique, mais j'imagine qu'il doit avoir hâte de faire quelque chose de bien, ou du moins se rapprocher d'Albon au moins. Oui, c'est ça. C'est sûr de se rapprocher de son coéquipier, c'est toujours bon quand on voit les performances que Alexander Albon réussit à faire au volant de la Williams. 12e, mais par contre, pénalisé, ça faut le mentionner, pénalisé de 3 places Trois pour avoir places, gêné Lewis Hamilton, si je ne me trompe pas, exactement. en Avoir bloqué Q2. Lewis Hamilton en Q2, ça m'a surpris. Vraiment, Mhm. j'ai été surpris de qu'on l'a puni. Pas, c'était flagrant, là, on s'entend. Là. Il était vraiment dans le Mhm. chemin de Lewis Hamilton. Puis c'était même dangereux. Sauf que le fait que Lewis Hamilton a passé vers la Q3, puis que Carlos Sainz ne lui a pas passé, normalement, on nous avait habitués que la tendance était comme il y a pas finalement, il n'a pas vraiment pénalisé Hamilton dans son temps. Hamilton passe pareil, donc pas de pénalité. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité pour cette saison. Puis il va falloir. Puis encore là, ça veut rien dire. Des fois, ça peut fonctionner comme ça, un Grand Prix, puis changer celui d'après. Mais je me suis dit, intéressant, peut-être une nouvelle tendance à surveiller au cours de la saison, que ce que ça aura toujours dû être, que tu commets l'infraction, on punit l'action et non le résultat. Ça devrait Mhm. être ça. As-tu été surpris, toi, qu'il y a eu la pénalité pareille, même si on s'entend, là, il est coupable, là, mais qu'on l'ait donné, même si Hamilton avait réussi à survivre la Q2? Quand j'ai vu la reprise, je te dirais que j'étais pas tant étonné. Je me suis dit peut-être qu'il va s'en tirer, mais j'avais un doute. J'avais un doute. Non, mais pas Puis l'action. finalement, Pas l'action. oui, L'action, c'était une pénalité flagrante, là, oui, aussi, là, c'est dans ça. toutes les situations. Mais le fait que, malgré qu'Hamilton a survécu la Q2, Oui. on a quand même pénalisé Carlos Sainz parce que c'est pas ce qu'on voyait d'habitude. S'il y avait pas de, si on venait pas de nuire à quelqu'un Mhm. au point de vue du tableau des chronos, normalement, on donnait pas de pénalité, là. Non, c'est ça, mais comme je te dis, je n'étais pas tant surpris de voir ça parce qu'à la vitesse qu'Hamilton arrivait et voir le positionnement où Sainz était sur la piste, j'ai vu Hamilton vraiment partir au large du premier virage. Donc, je me suis dit, il y a peut-être matière à avoir une pénalité du côté Ouais. Ouais, mais ça, de encore là, Sainz. Kevin, c'est l'action. Mm. Oui, Comme je te dis, l'action, on s'entend là-dessus. L'action, c'est une pénalité. oui. Là, il arrive, il bloque, ça, on l'a vu. Mais le fait Mm. que, même si Hamilton a passé quand même en Q3, puis que Sainz non, qu'on a quand même puni Sainz de 3 positions. Est-ce que Je ça suis t'a pas tant surpris? étonné. OK, parce Ben, pas tant. on le faisait jamais, mais là, on l'a fait, ça t'a pas surpris. Ben, moi, pas pour celle-là. Je trouve que la pénalité était méritée. Fait que là-dessus, j'étais pas tant surpris. J'étais pas tant surpris. OK, OK, oui. OK. Après ça, pour ce qui est de Fernando Alonso, lui, 14e, 13e pour Alonso, Mhm. 14e pour Lawson. Ça, c'est pas l'idéal. Lawson aurait aimé faire mieux, surtout que Isaac Hadjar est dans le top 10, mais c'est quand même une période d'adaptation. Arrive dans la voiture, a peut-être
changer un peu ses repères. Du moins, son prix de consolation, ça va être que dans son rétroviseur arrière au départ, dimanche, il voit une Red Bull, il voit son ancienne voiture Mhm. qui porte maintenant le numéro 22, celle de Yuki Tsunoda qui se qualifie 15e. Tsunoda, pour moi, ça a été une déception du week-end. Pas pour ses performances en tant que telles, pour sa décision. On l'avait publié sur le F1 podcast, ça a fait vraiment jaser le fait que Yuki a dit je veux faire mes propres réglages, je veux mettre la voiture à ma main, bâtir une confiance et développer là-dessus. Euh, Moi, j'avais dit, ça n'a jamais été une stratégie payante, là. Les pilotes qui ont décidé de faire leur propre réglage chez Red Bull, d'aller à l'envers de comment la voiture fonctionne ou d'aller à l'envers un peu de l'ADN de la Red Bull, ça n'a jamais été payant. Tsunoda a décidé de prendre cette stratégie-là. Je me dis, ah, on sait pas, peut-être qu'il va faire le bon compromis. Arrive là, décide de mettre la plus grosse aileron possible, probablement qui existe dans l'entrepôt de Red Bull, de faire installer ça sur sa voiture à l'arrière, puis rajouter un aileron aussi à l'avant. Beaucoup d'ailerons, c'était très braqué. Euh, Vraiment pas une très bonne stratégie. Je comprends qu'on ait décidé d'aller de façon peut-être comme c'était plus conservateur de sa manière dans son approche. Sauf que moi, ce que ça m'a donné, au début, je me demandais si c'était pas Red Bull qui avait fait ça. De dire, ah, on veut que ça soit stable, on veut pas que ça glisse, on veut rajouter de la pluie. Ah, il y a beaucoup de virages, donc on veut pas qu'il perde la voiture, on va faire ça. Je me dis, en même temps, c'est quasiment dire à quelqu'un, ah, je te trouve assez bon pour te prêter mon vélo, mais je vais te mettre les petits trous en arrière pour pas que tu tombes, tu sais. J'ai trouvé que ça ressemblait à ça. Finalement, j'étais content de voir que c'est pas Red Bull qui lui a fait ça. Excuse-moi, c'est Yuki Tsunoda lui-même qui a décidé de dire je suis un grand garçon, je suis rendu chez Red Bull, j'ai confiance en moi, je peux faire des grandes chances, des grosses choses, mais je vais quand même mettre des petits trous en arrière du vélo pour pas tomber parce que j'ai peur de perdre le derrière. J'ai trouvé qu'il a manqué quelque chose. En même temps, il a pas abîmé la voiture, il n'y a pas eu d'accident, mais sauf que il a carrément, il s'est tiré dans le pied, il a complètement, c'est ces mauvais réglages qui ont fait qu'il s'est retrouvé en 15e position, là. Et grand garçon Yuki Tsunoda, on va pas mettre ça dans la même phrase, mais vu la taille Oui, du pilote. ça, c'est tout un contraire. Je pense que c'est la Ouais, première fois que quelqu'un dit ça, hein? ouais. Mais écoute, en Q1, par contre, Tsunoda, pas très loin de Verstappen. Ça, Non. ça je l'ai noté. Ça a été bon signe. Je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Puis on tient peut-être quelque chose avec Tsunoda. Et finalement, en Q2, c'est la catastrophe. Pas là. Il ne réussit pas à mettre tout en place et termine avec une lointaine 15e place. Donc, c'est sûr, comme tu dis, Martin, prendre, c'est sûr, aller à l'encontre de la physionomie de la Red Bull, c'est pas l'idéal. Euh, Est-ce que Tsunoda va l'apprendre? Oui, il l'a appris à ses dépens, mais est-ce qu'il va l'apprendre et ne pas retenter le coup à la prochaine course? Seul l'avenir va nous le dire, mais je crois qu'il a été assez lucide avec ce qu'il a compris après les qualifications pour dire, ah, ça fonctionne pas. Non, effectivement, ça fonctionne pas. Il faut peut-être aller dans la direction opposée. Donc, Non, reste à voir comment ça va s'en suivre. c'est ça. Il n'a pas pris la bonne direction du tout, mais je comprends. Il a joué de prudence, mais la prudence, Mhm, c'est pas toujours payant. Surtout en Formule 1. Après ça, Hülkenberg, 16e, pas un week-end facile pour les Stacks Sauber. mhm, Je pense qu'Hülkenberg est encore là, soutirer le meilleur. Gabriel Bortoleto, ben, encore une fois, on en parle un peu moins dans les recrues. Ça reste que c'est le champion en titre de Formule 2. Fait très bien dans les circonstances. Pas trop loin mhm. de. Il n'est pas largué par son coéquipier, par Hülkenberg. Donc, 17e pour Bortoleto. 18e pour Ocon. Il se passe quelque chose, hein, chez Haas, je sais, ou avec Ocon. Du moins, il y a énormément de difficultés à s'habituer à la voiture. J'imagine, tu sais, on va y aller, on va dire, ah, bon, on fait des tests, mais quand même, là, pas tu sais, on a eu un bon résultat la semaine il y a 2 semaines, ça, faut le prendre en Mhm. considération. Mais en Mhm. qualification, tout ça, il y a quelque chose, on se cherche du côté de Ocon, puis du côté de Haas, c'est pas le. Disons que on dit on veut construire, on tente de trouver des problèmes. Là, on était content, on dit qu'on en avait trouvé certains. Puis ça reste à voir. Là, j'ai pas écouté ce qu'Ayao Komatsu avait à dire là-dessus. Je pense pas qu'il a fait de commentaires encore. Mais à savoir si on n'a pas décidé de prendre deux directions complètement contraires du côté d'Az pour trouver la solution possible. Du moins, je pense pas qu'on a trouvé la bonne solution du côté d'Ocon. On risque d'aller plus du côté de Berman. Ouais, mais c'est dommage. Et je pense que Ayo Komatsu s'est dit Ocon a l'air loin avec Esteban Ocon pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir on va dire maintenant, un vétéran. Ocon, ça fait plusieurs saisons qu'il est là.
de le voir aussi loin de son coéquipier sur un circuit que Ocon connaît quand même assez bien aussi, on va se le dire. J'ai été très surpris de le voir à une si lointaine 18e position. Euh, Est-ce que c'est une question de réglage? Est-ce que c'est une question de confiance en la voiture? Ça, c'est Ocon qui le sait, mais c'est pas bon signe. C'était pas bon signe pour la course de dimanche, en tout cas, de voir Esteban Ocon aussi loin que ça sur la grille de départ. Non. Puis un que donc, ça peut être un week-end à oublier, c'est Jack Doohan. Moi, Mhm. vendredi, lorsqu'on a enregistré le podcast avec François, j'avais pas vu l'angle de caméra encore qui démontre son aileron qui avait resté ouvert. Donc, j'étais pas en mesure de confirmer que c'était le DRS qui avait resté ouvert. Donc, on lui donnait le bénéfice du doute que c'était peut-être sa voiture qui était trop basse, que ses patins qui avaient accroché à terre avaient perdu l'adhérence. On a même vérifié pour être sûr qu'il n'y avait pas mis une roue à l'extérieur. François croyait avoir entendu que le DRS avait resté ouvert, mais t'es pas en mesure de le confirmer non plus parce qu'il avait pas vu l'angle de caméra. Finalement, je l'ai vu, là, il n'y a pas photo, là, c'est vraiment, il a oublié de fermer son aileron, donc c'est une grosse erreur, là, une grosse erreur. En plus, moi, ce que j'en reviens pas, c'est que on a posé la question à Jack Doohan, est-ce que c'était une stratégie? Est-ce que quelqu'un t'a dit de laisser ton aileron ouvert dans le virage 1 puis d'essayer de prendre le virage à pleine vitesse sans refermer ton DRS? Quand j'ai entendu ça, je me dis, hey, boy, il y a du monde qui aime pas Jack Doohan, puis c'est vrai, dans l'écurie alpine. Non seulement on lui enlève sa séance d'essai libre numéro 1, puis après ça, quand t'embarques dans la voiture dans la EL2, quelqu'un vient dire, hey, t'es pas game de prendre le virage 1 puis de pas fermer ton DRS, puis d'aller l'essayer. Mais finalement, c'était une histoire que on a essayé ça en simulateur, puis ça faut croire que ça fonctionne en simulateur, ben là aussi, ça fonctionne pas dans la vraie vie, hein, Kevin? Les lois de la physique ont ramené Jack Doohan à l'ordre. Ouais, Donc, ouais. c'est malheureux parce que ça a été un gros accident, là. Ah, ça a été Ça a quand immense. même Ouais, ouais. été un assez gros contact avec le mur. On parle d'à peu près 28 G, 28 force G, là, si je ne me trompe pas, de ce qui est arrivé à Ocon, qui a perdu beaucoup de temps là, en essai libre avec Rio Hirakawa, qui est l'autre pilote d'essai de l'écurie Alpine, qui roulait devant les siens. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé Douane. Et là, encore plus, c'est un deuxième gros accident quand on regarde celui de l'Australie. Et là, le deuxième qui arrive à Suzuka, ça aide pas sa cause. On va Non, le dire, ça aide pas sa cause. avec pas sa cause. Puis ça aide la prédiction de Jean-Christophe Trahan, notre collaborateur, qui avait dit qu'il serait le champion destructeur. Moi, j'avais dit Mhm. qu'il ne sera peut-être pas là assez longtemps pour l'être, mais dis donc, il est en train de mettre de l'argent en banque, là. Je sais pas si c'est le cas de le dire, là, mais il est en train de mettre de l'argent sur sa facture de réparation, là, pour être sûr de peut-être avoir ce titre-là à la fin de la saison. Il a rien brisé, dans tous les cas, il a rien cassé, c'est Lance Stroll, terminé dernière qualification. Suzuka, on ne l'attendait pas là, c'est vraiment pas un circuit qui sourit aux Canadiens. Malheureusement, c'est un circuit on l'a souvent identifié, on l'a dit depuis le début de l'épisode, c'est un circuit de pilote. Donc, c'est sûr que c'est jamais le fun lorsque tu ressors pas et que tu as des difficultés à Suzuka. Ça veut dire que peut-être que, justement, il y a des choses que tu n'as pas, des virages rapides ou quoi que ce soit. Donc, c'est encore un week-end à oublier. A jamais sorti de la Q1. Je pense que c'est trois, quatre ou cinq éliminations en Q1 d'affilée pour Lance Stroll. Donc, c'est un week-end à oublier pour Stroll, autant en qualification qu'en course. Parlant des courses, on passe maintenant justement à la journée de dimanche qui avait lieu, la troisième ronde de la saison 2025 qui débutait aux petites heures du matin ici au Québec. Et comme on le disait, Kevin, dans le premier bloc, c'est peut-être un circuit mythique. C'est historique pour la F1, un passage au Japon sur le circuit de Suzuka. Par contre, le Grand Prix de dimanche ne passera pas à l'histoire. Non, effectivement, il ne passera pas à l'histoire. Il va passer peut-être un petit peu aux oubliettes pour certains, mais encore là, il faut le voir d'un autre œil, Martin. Parce qu'on a quand même eu droit à une course bien gérée, une course qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et sur ce, il faut dire un gros bravo à Max Verstappen. Max Verstappen. Et si le Grand Prix passe pas à l'histoire, il y a quand même des records qui ont été inscrits au Mhm. cours de ce Grand Prix-là.
invaincu en qualification. Ben, c'est pas un record, là, mais quand même, c'est 2019, c'est Sébastien Vettel qui est le dernier à savoir qualifier premier à Suzuka. Après ça, c'est simplement Max Verstappen. Il est aussi le premier pilote à remporter 4 fois le Grand Prix de Suzuka d'affilée. 4 fois il y a un Grand Prix d'affilée. Donc encore là, 64e victoire, il double les victoires de Fernando Alonso. Et Red Bull est devenu aussi la première équipe à remporter 8 fois une victoire à Suzuka. Donc ça, ce côté-là, c'est venu marquer l'histoire à sa manière. Max Verstappen, encore une fois, une performance qu'on pourrait se rappeler. On pourrait quand même en reparler, surtout pour son tour en qualification. Mais aussi, tu fais bien de l'apporter. Euh, moi, si j'ai eu des conversations avec certains auditeurs, puis toutes ces choses-là. Puis même si, oui, ça n'a pas été impressionnant, puis il n'y a pas eu beaucoup d'action, à aucun moment, je me suis levé pour aller soit me chercher quelque chose à boire ou faire... J'ai resté devant la télé, même pendant les pauses publicitaires, même pendant que... Excuse-moi, moi, j'écoute sur plusieurs stations en même temps. Je change les postes et tout ça. Il y a pas une fois où ce que mon regard n'a pas été rivé vers la télévision parce que c'était à tout instant il aurait pu se passer quelque chose. Une voiture de sécurité, une petite erreur, ça a mieux tout changer. Même une fois, ça a attiré mon attention dans les ouais, c'était peut-être aux alentours du 10e ou 11e tour, mais les écarts entre chaque voiture étaient aux alentours de 2 secondes. Donc, ça montrait qu'il n'y a personne sur le peloton qui pouvait vraiment se permettre d'échapper ou de faire quoi que ce soit. Sinon, c'était pratiquement un dépassement où on tombait, on mettait notre adversaire en arrière de nous à une demi-seconde avec un DRS. Donc, automatiquement, des positions, on s'en serait perdu. C'est sûr que les résultats qu'on vient de faire en qualification, on les prend puis on ressort la liste, puis on fait la course, on va le faire, là. Ben, c'est très semblable. Je me rappelle pas d'un Grand Prix qui est pas Monaco, où ce que la séance de qualification a eu autant d'impact sur le résultat du dimanche. Mm. Non, c'est ça, c'est sûr qu'on peut faire un copier-coller, comme on dit, de la qualification et de la course. Mais il faut quand même, c'est ça, bien souligner la 64e victoire en carrière de Verstappen. Et comme tu l'as mentionné, sa quatrième consécutive au Japon. Une course bien menée, bien gérée par le Néerlandais qui retrouve la victoire, sa première de la saison 2025, en devançant les deux McLaren, qui s'est jamais vraiment débarrassé d'eux de toute l'épreuve, Martin. Donc, on termine vraiment dans un mouchoir de poche. On parle de 2,1 secondes l'écart entre Verstappen et Piastri, troisième. Donc, c'est tout dire. Non, c'est tout dire, c'est ça, c'est vraiment jusqu'à la fin, autant du côté de Norris, Piastri qui lui mettait de la pression. Donc, moi, j'ai aimé le Grand Prix quand même. Parce que, justement, à cause de ça, à cause du fait que, finalement, il y en a certains qui vont être déçus de dire, ah, c'est pas arrivé. C'est un peu comme en Australie. Australie a allé juste à temps que, il arrive les voitures tu sais, il y a eu, à la fin, il y a eu voitures de sécurité, des choses comme ça. Là, c'est venu mettre du piquant, mais le Grand Prix d'Australie qui a été très excitant lorsqu'on en parle, lorsqu'on tire les conclusions de ce qui est arrivé à la première manche. Mais à un certain moment dans l'épreuve, il se devait d'arriver quelque chose pour créer justement cette incertitude-là. Au Japon, j'avais toujours l'impression que ça pouvait arriver. Il y a même des écuries qui se sont fait avoir un peu dans leur stratégie. Là. Je pense notamment à Lewis Hamilton, qui attendait justement qu'il arrive quelque chose comme ça pour peut-être être capable de saisir cette opportunité-là et gagner des positions. Finalement, c'est pas venu. Personne n'a pu bénéficier d'une voiture de sécurité, que ce soit au départ ou quoi que ce soit. Quelque chose qui est quand même assez rare sur le circuit de Suzuka. Le fait que on a démarré la course, qu'il y avait encore des sections qui étaient, on peut dire, un peu trempées sur le circuit, pas assez pour qu'on parte en intermédiaire, mais quand même. Donc, tout ça, mais c'est le fait que c'est resté si près tout le long. Ça a été une performance. Moi, j'ai trouvé Verstappen a été très bon, a jamais ouvert la porte. On a eu des séquences où ce que il a laissé, je pense, le plus près que Lando Norris est arrivé à un moment donné, au début en bas d'une seconde. Sinon, on descendait à 1,2, frôlait la seconde à un certain moment, mais sinon, il tenait pas mal toujours à 1 seconde et demie. Puis, il n'a jamais été vraiment plus loin que 3 secondes. Ça, c'est toujours tenu, on peut dire une moyenne pour le Grand Prix, c'est toujours a toujours eu, a été à 2 secondes de Max Verstappen. Donc, ça, c'est pas évident lorsque tu pars premier, que oui, tu as une certaine il a jamais été confortable, Verstappen. C'est ça qu'on peut dire. Peut-être que lui, il l'était, là, mais du moins, c'est pas ce que ça disait dans les écarts. Là. On pouvait pas dire que c'est beau, on est en voiture, puis on ramène la voiture à la maison. Fait qu'on soit très conscient de tout ce qui se passe. Bien sûr, économiser l'énergie des batteries, les utiliser aux bons endroits, mais aussi utiliser juste le bon
la bonne quantité de nos pneus pour être capable de survivre puis de pas créer un déficit entre les pneus de son adversaire Lando Norris et les pneus et les siens. Donc tout ça, ça a été on peut dire très bien géré sa course, Max Verstappen. Il le fait comme un quadruple champion du monde peut le faire. Oui, effectivement. Et dans tout ça, Martin, McLaren peut se mordre les doigts parce Oui. qu'on a laissé filer l'opportunité d'une troisième victoire de suite en ce début de saison. Norris, lui, s'est arrêté au même tour que Verstappen. Il a critiqué cette stratégie-là, Lando Norris. On va dire que c'est toujours un peu plus facile de critiquer après la course. Mais en tant que tel, Piastri, lui, s'est arrêté un tour avant. Imaginons si on avait fait l'inverse, si on avait arrêté Norris avant et on avait arrêté Piastri en même temps que Verstappen. Facile à dire après la course. Mais en plus de ça, il s'est passé la drôle de situation à la sortie des puits très serrés entre Max et Lando, le Britannique qui a dû jouer au tracteur à gazon. Mais Verstappen était devant. Donc, ça aurait pu mal virer quand on regarde ça, la situation. Norris, les pneus ne sont pas montés en température, roulent dans l'herbe. Ça peut être détrempé. Et imagine, Martin part en tête à queue à la sortie des puits. C'est terminé. Là. Sa course est ruinée. Là. Enfin, moi, je le vois comme oui, il y a eu la station des puits, puis tout ça. Puis ça, je pense, ça a été un point tournant dans la course. Le premier point tournant du week-end, ça vient dans la cour des deux pilotes. Ça vient dans la cour d'Oscar Piastri et de Lando Norris de ne pas saisir l'opportunité en qualification. On le disait, on a la Mhm. voiture la plus rapide, pas capable de se qualifier devant Verstappen sur un circuit où c'est dur de dépasser. Ensuite, il y a une autre opportunité qui se présente à McLaren de peut-être brasser les cartes, venir bousculer un peu la stratégie de Red Bull, et c'est d'arrêter Lando Norris plus tôt. Mais à la place, on a décidé de Mhm. jouer la comédie. On a décidé de faire un vieux tour dans le livre de jeu, là. Puis je pense pas qu'on va prendre Red Bull à ça, même Christian Horner quand en a parlé, là, ça avait l'air Mhm. a quasiment semblé insulté qu'on a essayé de prendre au dépourvu Red Bull. Pour les gens qui n'ont pas vu, c'est on a comme été placé on a placé des mécanos avec des pneus là, comme si on allait faire rentrer quelqu'un au puits. Puis Christian Horner a dit ben, du côté de Red Bull, on voyait carrément que c'était niaiseux de faire ça parce qu'on aurait ressorti Lando Norris dans le trafic. Donc là, quelques tours plus tard, on décide qu'on va faire finalement notre air au puits. Puis on y va avec Oscar Piastri en premier. Moi, ce que je trouve, c'est que oui, la, la carte, comment on appelle ça? La carte d'en dessous, c'est arrêté avant, l'undercut, la coupure d'en dessous, arriver au puits avant et bénéficier de nos nouveaux pneus pendant que nos adversaires sont encore sur des anciens pneus pour gagner du temps. Ça, c'est ce qu'on pouvait essayer de faire. Finalement, c'était pas très payant sur le circuit de Suzuka à cause que l'usure des pneus était très c'était minime, là, comment que les pneus ça faisait user sur le circuit de Suzuka à cause du resurfaçage notamment. Et là, l'autre stratégie qu'on a dans ce temps-là, c'est de rester en piste pendant que notre adversaire change ses pneus. Moi, du côté de Lando Norris, ça aurait été simple. Le message radio, puis on l'a déjà entendu par le passé, ça aurait été tu fais le contraire de ce que Verstappen fait. Donc, c'est simple. Si lui, il rentre, tu restes en piste. Puis si lui, il rentre pas, c'est toi qui rentre. Ça, on le voit souvent. Ça aurait dû être ça. Il est clairement en arrière de Verstappen, on le dit, un peu plus de 2 secondes. Il le voit rentrer, puis il rentre lui aussi. Pour moi, il n'y a pas d'excuse, là. Puis je comprends qu'ils ont dit, ah ouais, mais rester en piste plus longtemps, c'était pas si payant que ça aussi. Ouais, mais t'essayes quelque chose. Parce que c'est pas comme si tu vas complètement bousiller ta course. Oui, les écarts t'es serré, mais ça n'aurait pas coûté. Tu sais, Lando Norris n'aurait pas terminé cinquième parce qu'on le laisse en piste un tour de plus, là. Tu comprends ce que je veux dire, Kevin? Oui, ouais, c'est ça. Mais effectivement, je pense que c'est comme tu dis, on s'en va dans une direction avec un, on va être dans la direction opposée avec l'autre. Bien d'accord avec toi que je crois pas que, avec le rythme que Norris avait, je pense pas C'est ça. qu'il aurait Sauf que le terminé. problème, c'est que chez McLaren, on a créé notre propre. On s'est menotté nous-mêmes. Parce que en, quand on est déterminé d'arrêter Piastri en premier, le danger pour Norris, là, de le laisser en piste puis de le faire arrêter plus tard, c'était qu'il se fasse passer par Oscar Piastri. Puis là, du côté de Mhm. McLaren, on a eu peur. On a eu peur de notre ombre, c'est quasiment le cas de le dire, parce que on a eu peur de notre deuxième voiture. On a eu Mhm. peur de notre propre auto, là, tu sais, on s'est créé dans cette situation-là. Fait que là, on a décidé de dire, ah ben non, si on ressort, si on laisse Lando en piste, puis finalement, ça fonctionne pas, puis on le ressort après derrière Piastri, ben là,
pris à faire comme on a dû faire la saison dernière, puis réinverser les voitures en piste. Pourtant, on dit qu'on est super à l'aise avec ça du côté de l'écurie Orange Papaye. On le dit, la règle Orange Papaye, les deux ont le droit de courser, sauf qu'on ne veut pas donner d'avantage à un pilote ou non. Si on le fait, on va se réajuster. Mais on dirait qu'on a trouvé ça un peu embarrassant. La dernière fois qu'on a fait ça, la saison dernière, ça a été une source de discussion. On s'est dit, ah, c'est pas vrai qu'au troisième Grand Prix, on va refaire ça, les inverser. Sauf qu'au premier, c'est au Grand Prix de Chine. Non, c'est au premier Grand Prix de la saison en Australie. On a quand même fait un message radio pour demander à Oscar Piastri de ne pas attaquer Lando Norris. Donc, en tout cas, je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé ça, mais pour moi, on a couru notre top et on a peut-être sacrifié des points importants. Là. On sait que c'est un marathon, là, le championnat du monde de F1, mais quand même. Puis selon moi, ben, tu as la voiture la plus rapide, tu arrives à 2 contre 1 pour le week-end, parce que oui, on a fait un changement, on a amené Yuki Tsunoda, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire qu'on a 2 pilotes Red Bull dans l'équation. C'est 2 contre 1. Donc, faire une image, là, c'est peut-être pas la plus belle des images, mais sont 2 personnes à vouloir aller tabasser un autre, puis finalement, ils ressortent de là, puis c'est eux autres qui se sont fait tabasser. C'est un peu la définition du week-end pour McLaren. On est arrivé on avait tous les outils pour battre tout le monde, puis passer un message, puis continuer de bâtir. On a vu que les résultats étaient là, les performances étaient là, puis finalement, on ressort de là, puis on s'est fait battre. Tu as le droit de te faire battre probablement par tout le monde dans les écuries de tête, mais pas par Red Bull, parce qu'il est tout seul. Oui, c'est Verstappen, oui, c'est un 4 fois champion du monde, oui, il a tout fait pour battre McLaren, sauf que on aurait peut-être pu répondre, oui, je l'ai dit, c'est le tort des pilotes le samedi, mais dimanche, je pense qu'on aurait pu essayer de faire quelque chose de différent lorsqu'on fait simplement que le même jeu que notre adversaire. Il y a de grosses chances qu'on arrive deuxième, surtout quand l'autre est en avant de nous autres. Et surtout que je trouvais que Piastri avait un bien meilleur rythme que Norris Aussi. Ouais. à un certain moment. Et là, je regardais et je me suis dit, à l'amorce après la chicane, après la dernière chicane, lorsqu'on arrive en réaccélération, je regardais Piastri, je me suis dit, il manque quelques dixièmes. Il manque seulement quelques dixièmes à Piastri pour pouvoir bien se positionner et essayer de tenter une manœuvre de dépassement sur Norris. À 3 dixièmes, je pense qu'il l'aurait peut-être eu, mais il en manquait un petit peu. Si, admettons, Martin, qu'on n'avait pas eu cette chicane-là, peut-être, peut-être qu'on aurait pu voir un Oscar Piastri tenter sa chance sur Lando Norris, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, ben justement, tu voulais l'apporter, ce commentaire-là, ce qui vient d'un de Mhm. nos auditeurs, ben, Simon Bachand, Oui, qui est aussi l'auteur du livre le duel, Villeneuve-Schumacher oui. 1997, le duel qui a marqué une époque. En gros, oui, ce livre-là est disponible, vous pouvez l'acheter, une très, très, très belle œuvre de M. Simon Bachand, justement. Si vous voulez savoir comment vous le procurer, vous pouvez nous écrire au F1 Podcast, ça va nous faire plaisir de vous donner les coordonnées où ce que c'est disponible. Mais c'est lui justement qui mentionnait, tu me l'as dit avant qu'on Mhm. commence à faire le podcast, j'avais pas eu la chance d'attraper son commentaire, mais lui, il disait que la chicane à la fin du circuit de Suzuka là, sur le tracé, ça le dérange un petit peu là, pour la compétition. Là. Oui, c'est ça. Et c'est sûr qu'après le fameux virage de 130 heures, lorsqu'on continue jusqu'à la chicane, si on supprime cette fameuse chicane et qu'on se donne on se donne un air d'aller, qu'on continue, on poursuit sur notre lancée, et après ça, en arrivant vers le premier virage, on va bénéficier du DRS et peut-être que là, ça va ouvrir la porte à plus de dépassements, même si le premier virage, ce n'est pas un freinage brusque. Là, on ne freine pas de 300 à 100 km/h là, d'une traite, comme on dit, là, mais on pourrait quand même s'essayer. On a vu des dépassements, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Moi, je pense que ça peut être une idée, ça peut être une option à prendre en considération. Et pour revenir à Piastri et Norris, moi, je pense Ben, en gros, que. c'est comme on a fait en Ouais. Espagne. Oui, En c'est ça, Espagne, il y a quelques exactement. années, on a enlevé la chicane. Par contre, ce que je trouve, c'est que tu enlèves le seul le gros freinage de Suzuka. Puis Mhm. normalement, on dit, ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dépassement à Suzuka parce qu'on n'a pas de gros freinage brusque. Par contre, les voitures, tu sais, sont grosses. Donc, dans la chicane, c'est pas évident de s'essayer là sans perdre un Mhm. aileron. Donc, on le voit de moins en moins quelqu'un tenter leur chance là, même si on l'a vu à quelques reprises dans la dernière saison. Moi, ce qui m'inquiète, je pense pas que c'est le tracé en tant que tel. C'est parce que ça a toujours été ça. Dans n'importe quelle série, lorsque tu arrives au circuit du Japon, ça a toujours été pas évident de dépasser. Le positionnement est important. C'est pas si facile que ça. La chose qui me dérange un petit peu plus, moi, c'est le vocabulaire qu'on voit qui revient du fait que c'est très dur de suivre une autre voiture. C'est ça. Autant qu'on avait, lorsqu'on a passé à l'effet de sol, les nouvelles réglementations, c'était le but, ça, d'avoir de la compétition proche, de resserrer les voitures, soit capable de compétitionner. Puis oui, je le dis à un certain moment, les écarts étaient pratiquement de 2 secondes
sur tout le peloton. Donc, c'est quand même intéressant, sauf que la raison pourquoi tout le monde se tenait un peu en retrait, c'est lorsqu'on tombe dans la seconde où on parlait, ce qui est clé, c'est en bas du 8 dixième. On commence à subir énormément, on commence à être perturbé par l'aérodynamisme de la voiture en avant. Donc, on a beaucoup de turbulences. Ça, c'est l'ancien jargon qu'on entendait en F1. C'était toujours le cas de dire, ah, si tu suis trop longtemps, mais tu bousilles tes pneus, ton moteur monte en température, tu perds des points d'aéro, donc la voiture est moins stable, tu te mets à glisser. Ça contribue aussi à l'usure des pneus. Donc, tout ça, c'était courant dans le temps. C'est encore un facteur. On en parle encore qu'il faut pas suivre trop longtemps, tout ça. Sauf que c'était moins mis, ça avait moins d'envergure, là. C'était moins mis en premier plan qu'on parle de ça. Puis depuis le début de la saison, je trouve que c'est revenu. On entend souvent les pilotes mentionner à quel point c'est dur de suivre. En Chine, ça a été un des gros facteurs. Les pilotes avaient énormément de difficultés à suivre une autre voiture. Et là, au Japon, on l'a vu, c'était la même chose en bas du 8 dixième. Andrea Stella de McLaren mentionnait la même chose que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas pris des tentatives de vouloir envoyer Piastri, en tout cas, c'est peut-être des excuses, mais qu'on n'a pas décidé de jouer sur la stratégie de Lando Norris. C'est la réponse qu'on a donnée du côté de McLaren, c'est que de toute façon, lorsqu'on rentrait dans les 8 dixièmes, qu'on commençait à suivre une autre voiture, on n'était pas capable de faire des gains significatifs, puis c'est nous autres qui en prenaient un coup. Est-ce que es-tu d'accord avec ça, qu'on voit que depuis le début de la saison, ça a été accentué, ce phénomène-là, là, que c'est difficile de suivre une autre voiture? Je crois que oui. Je crois que oui. On a vu plusieurs pilotes, même pas seulement les directeurs d'écurie, plusieurs pilotes se plaignent de ce problème-là. Et non, c'est ça. Je pense qu'il y a matière à travailler là-dessus. De toute façon, on va passer à une nouvelle réglementation technique l'année prochaine en 2026. Mais c'est dommage parce qu'on s'en allait dans la bonne direction et là, on a comme pris un peu dans un creux de vague, Martin, là, Oui. avec cette problématique-là. Euh, et pourtant, je trouve que si on revient juste quelques secondes avec Piastri et Norris, moi, je pense que Piastri avait raison dans son commentaire en disant laissez-moi la chance, je pense que je peux rattraper Verstappen. S'il n'aurait pas réussi à le faire, on inverse la position, on fait le fameux switch pour dire OK, ça n'a pas fonctionné, on revient au positionnement comme on était. Et ça aurait été tout, mais au moins, si Piastri aurait pu s'essayer, peut-être que le résultat, on pense pas que ça aurait, je pense pas que ça aurait fonctionné, mais qui sait si Ben jamais moi, ça aurait fonctionné. je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'on n'a pas assez essayé. Mhm. On a, on est allé de façon, on a protégé les positions, on a protégé le podium, on n'a pas nécessairement tout fait pour essayer de gagner. Peut-être qu'en bout de fil, ça va être payant. Dire, on avait les datas et on disait qu'on pouvait pas nécessairement venir déranger Red Bull, mais j'aurais aimé qu'on tente de quoi de différent. Là. Je pense que c'est Lando Norris qui aurait dû s'arrêter avant. C'est ce qu'on aurait dû Mhm. faire. La raison pourquoi on l'a pas fait. Lando n'était pas trop content non plus aussi. Dans le fond, il n'y a personne de gagnant chez McLaren parce qu'Andrea Stella n'est pas content de la fin de semaine, de ce qui s'est produit. On n'a pas vu Zach Brown, mais j'imagine qu'il ne l'est pas non plus. Après ça, tu as Oscar Piastri qui n'est pas content non plus parce que pas fier de sa performance samedi, mais pas fier non plus des décisions qui ont été prises par l'écurie dimanche. Tu as Lando Norris non plus. Donc, on essaie de faire des décisions pour que tout le monde soit heureux. Finalement, il n'y a personne de content chez McLaren, puis on n'est pas plus content du résultat. Donc, au bout de la ligne, on n'a pas réussi. Là. C'est un week-end ouais, je ne peux pas dire un week-end à oublier parce qu'on a quand même un double podium, mais lorsqu'on se bat pour le championnat, il ne faut pas qu'on en connaisse trop là, des week-ends comme ça. La sortie des pluies, vite, vite, sur Lando, tu l'as mentionné, ça a été probablement le moment où il y a eu le plus d'action dans toute la course, là, où il y a eu une chance de dépassement important. Mais une chance de dépassement, on va le mettre en parenthèse. J'ai aucune idée de ce que Lando Norris pensait là, d'aller rouler au côté où quand tu sais que ça rétrécit, puis en plus, c'est Max Verstappen. Le gars, il te laisse pas de place à 300 km/h sur le circuit. Tu penses qu'il va te laisser passer à 80 dans la ligne des puits? Tu sais, je sais pas qu'est-ce que Lando pensait, là, mais comme tu dis, il a été chanceux parce que ça aurait pu coûter excessivement cher, ça. Ça aurait pu Oui. être le premier clou dans le cercueil de son championnat, là. Il aurait pu le mettre là, là. Parce que c'est pas la grosse, tu vas pas, en tout cas, j'ai vraiment aucune idée qu'est-ce qu'il a pensé faire là. Puis en plus après ça, il a essayé, c'était de bonne guerre, là, mais de dire, il m'a coupé, il m'a poussé, mais non. Mhm. T'as essayé de rouler de large à la sortie des puits, puis il y a du gazon, puis t'as mis tes roues dans le gazon, fait que c'est ce qui est arrivé. Ensuite, pour le reste du classement, euh, j- j'aurais pensé que, c'est encore là, on l'a dit, les qualifications de vendredi, on aurait pu prendre ces résultats-là puis carrément les remettre. Puis c'est Charles Leclerc, l'erreur de George Russell que je disais dans le secteur 1,
samedi, ben, lui a coûté une quatrième position, peut-être même un podium, parce qu'il est resté coincé derrière la Ferrari de Charles Leclerc, pas réussi à gagner des positions. Donc, quatrième pour Leclerc, cinquième pour Russell. Antonelli, sixième. Belle performance d'Antonelli aussi. Septième pour Lewis Hamilton. Lui a gagné une position aux dépens de Isaac Hadjar. Hadjar, que son idole, c'est Lewis Hamilton. Donc, ça devait lui faire plaisir d'avoir la chance de se mesurer à lui tout au long du week-end, le surqualifier. Ça s'est fait dépasser, mais comme il l'a mentionné, le pilote franco-algérien. On n'était pas là pour se battre contre Ferrari aujourd'hui. Ferrari, les commentaires de Frédéric Vasseur, je ne sais pas si tu les as attrapés, mais a mentionné qu'on a joué de prudence du côté de la Scuderia tout au long du week-end. On ne savait pas trop comment positionner la hauteur de la voiture. J'imagine aussi qu'on était prudent sur le poids, mais ça a causé des problèmes. Donc, de ce que on prétend du côté des grilles italiennes, c'est qu'on était peut-être un peu plus haut que ce qu'on aurait dû être dans dans la hauteur de la voiture, comment on a fait les réglages. Et pour ça, ben, c'était bien sûr en conséquence de la disqualification d'il y a 2 semaines. On avait peur d'accrocher trop le sol et de se faire disqualifier une deuxième fois, une troisième fois en 3 ans ou en 2 ans. Donc, on a voulu éviter ça. Donc, à ce moment-là, on était un peu nerveux du côté de Ferrari pour ce qui est de la hauteur de la voiture. Et on le sait qu'à l'effet de sol, plus qu'on est capable d'aller se rapprocher la voiture du sol, ben, on fait des gains significatifs à ce moment-là. Donc, on s'est privé de ça. C'était l'élément, l'explication du week-end. Est-ce que, à part de ça, est-ce que tu es inquiet un peu du début de saison de Ferrari où on est juste à 3 courses, on attend? Excuse-moi. Ben, moi, écoute, ce que je suis un petit peu inquiet, ben, je ne dirais pas inquiet, mais ce qui me fait savourer ça, c'est les communications de Charles Leclerc avec son ingénieur. Ah, Ça, ben oui. écoute, Ben oui. ça, c'est incroyable de voir à quel point, écoute, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais je trouve que c'est vraiment tendu. C'est très Oui. tendu avec Brian Boddy, son ingénieur. Et à chaque fois qu'on lui parle, on lui propose quelque chose, Leclerc, c'est tout de suite, Non. on dirait que c'est non. C'est ça, Hein. exactement. C'est très incisif et on dirait que ça passe pas. Même il y a eu des petites réticences où ça a été plus difficile du côté d'Hamilton. On l'a vu, il demandait où est-ce que j'en perds. Et là, on lui dit oui, tel secteur, tel virage. Non, non, combien j'en perds? Tu sais, explique-moi. Et là, c'était l'ingénieur de course de Ricardo Lewis Adami. Hamilton. Oui, Ouais. Ricardo Adami. Et là, j'ai entendu Lewis Hamilton, ok, il se fâchait encore, là. OK, mais là, est-ce que tu vas me donner qu'est-ce que je vais entendre et tout? Et je pense qu'il y a un problème là, de ce côté-là, du côté de Ferrari. Ben, on débute une nouvelle relation, hein, Kevin. Oui. Euh, Aussi. je suis surpris qu'on n'est pas plus avancé dans savoir, on n'a pas, tu sais, établi notre vocabulaire, le jargon ou ce qu'on veut, à quoi on s'attend, que ça n'a pas été fait encore. Charles Leclerc, c'est aussi assez récent, hein, sa relation. On a changé l'ingénieur. Si je me rappelle bien, c'était au courant de la saison dernière, de mémoire, qu'on avait changé son ingénieur Mhm. de course lui aussi, mais je trouve que ça avance pas vite leur relation entre Charles Leclerc. Tu sais, il y a encore des affaires là, comme on lui demande de faire des ajustements sur ses freins. Je me rappelle que c'était à Monza, je pense, en 2024, qu'on lui demandait la même chose. Non, je veux pas ça. Puis tu sais, il a dit, je t'ai déjà expliqué pourquoi je fais pas ça. Fait que, clairement, il y a quelque chose, il y a une option qu'on a sur la Ferrari que Charles n'est pas à l'aise à utiliser, puis qu'on n'arrête pas de lui proposer de faire. Donc, Mhm. faudrait qu'on prenne le temps de s'asseoir là, dans nos réunions entre les courses, savoir est-ce qu'il y a vraiment un avantage que Charles peut se tirer avec ça? Et si oui, ben peut-être lui montrer les bonnes statistiques qui prouvent qu'il doit utiliser ça. Sinon, ben, lui ficher à paix, arrêter. Il me semble, apprend. Il veut pas mettre ça sur sa voiture. Puis c'est toujours la même Mhm. question, là. C'est quelque chose par rapport à ses freins, là. Ouais. Et ça prouve que Ferrari a encore du chemin à faire si on veut réussir, au bout du compte, Mhm. au final, à se battre pour le championnat des constructeurs. On n'est pas en cohésion, là. Tu sais, il y a Non. pas, c'est pas une symphonie parfaite là, chez Ferrari, disons, pour aller gagner. Encore là, on le dit souvent, mais oui, la saison est longue, puis on a une chance de se reprendre, puis toutes ces choses-là. Sauf que c'est des petits détails, hein. Tu sais, les Mhm. titres se gagnent dans les petits détails. Donc, pour l'instant, ben, faut finir ça du côté de Ferrari parce que c'est pas l'idéal. Parlant j'y vais un peu plus loin dans la liste. Ben là, on voit Adjar, huitième, très belle performance Racing Bulls, aller marquer des points. Euh, je lui ai donné le titre de Daker incorporé de la semaine à Isaac Adjar. Pour le Grand Prix du Japon, c'est lui. Je t'explique pourquoi. On dit lever ton niveau
ton jeu d'un niveau, tu sais, des cœurs incorporés, des spécialistes dans le domaine des escaliers, bon, on aide des Québécois de Laval à Tremblant constamment à atteindre l'autre niveau. Ben, Isaac Hadjar, lui, de son côté, on a choisi Yuki Tsunoda pour avoir la promotion. Bien sûr, Hadjar n'était pas vraiment en compétition, il est jeune, mais quand même, on parle beaucoup de Lawson. Lawson redescend. Troisième Grand Prix en carrière, a déjà un nouveau coéquipier. On a parlé d'à peu près tout le monde dans la famille Red Bull. Tout le monde a eu un peu d'attention. Puis là, Isaac, ben, il veut montrer, je suis jeune, j'ai des choses à prouver. Deuxième fois que je me qualifie septième en autant de courses. Puis en plus, je viens marquer des points. Je trouve que c'était un beau moment pour lui pour élever son jeu ou montrer sa valeur. Puis il a bien fait. Il a bien fait, Isaac Hadjar. Il a saisi l'opportunité. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec la nomination des cœurs incorporés pour Isaac. Oui, effectivement, c'est un très, très, très bon choix à Isaac Hadjar qui a réussi à récolter ses premiers points en Formule 1. Donc, bravo, bravo à Isaac Hadjar avec une belle huitième place. Et aussi, Martin, on avait passé, je ne sais pas si on avait passé Andrea Kimi Antonelli, qui devient le plus jeune pilote de l'histoire à mener un Grand Prix. Et Oui, en puis plus, il devient aussi le plus jeune pilote à réaliser le meilleur tour en course. Donc, deux records battus par Antonelli. Bravo, mon cher Andrea. Donc, sur ce, j'espère que le succès va finir par arriver tranquillement, pas vite. ouais, je l'avais mis pour gagner au moins une course cette année. Là, Oui. quand je l'ai vu à l'avant, je savais qu'il ne gagnerait pas, là, à moins d'une catastrophe là, pour les autres. Mais quand même, quand je l'ai vu là, genre, c'est un bon départ. Course numéro 3, il est déjà à l'avant de tout le monde, il mène quelques tours. Donc, oui, de ce côté-là, des beaux records pour lui. On le disait, c'est ça, Hadjar, huitième. Ensuite, Albon, neuvième. Albon peut s'inscrire aussi dans les communications houleuses avec les ingénieurs au cours du Grand Prix du Japon. Tu l'as attrapé toi aussi, hein, Alex Albon. T'es assez impatient avec les gens de Williams. N'a pas aimé du tout ce qu'on a fait. Puis un autre problème aussi sur ces problèmes d'embrayage. Verstappen aussi, Ouais. depuis, ça fait quand même quelques saisons que Verstappen se plaint de ses embrayages. Du côté de Williams, c'est la première fois que j'entendais un pilote. On n'a pas toujours les communications radio, là, parce que c'est sûr que les voitures plus loin, euh, des fois, on a tendance à moins nous les faire entendre. Mais c'était la première fois que j'entendais ce problème-là du côté de Williams. Puis Albon, par ses propos, c'est pas la première fois que lui en parlait, par exemple. Il dit, je peux pas croire qu'on a encore ça, puis ça fonctionne pas, puis après ça, ben, la stratégie qu'on a prise, t'es pas content. Donc, t'as attrapé ça aussi du côté d'Albon, très Ouais. impatient sur la radio, même si c'est un peu son style. C'est contrairement le contraire de comment il est à l'extérieur de la voiture. Là. Normalement, ses conversations sont assez directes, tout ça. Sauf qu'il semblait un peu irrité là, par plusieurs décisions du côté de Williams. Ouais, c'est ça. Neuvième pour Albon avec des communications assez intenses là, avec Oui. son ingénieur, James Irwin. Et c'est rare. Oui, Albon est quand même pilote direct, mais de le voir fâché comme ça, vraiment en beau maudit, comme on peut dire, Ouais. j'ai rarement vu ça. J'ai Ouais. rarement vu Alex Albon comme ça. En premier, comme tu dis, à cause de ses passages de vitesse et ensuite contre la stratégie. Donc, au moins, au final, il a réussi à récolter des points importants. C'est l'essentiel et tout. Donc, ça prouve le bon début, quand même la bonne base que Williams a cette saison. Donc, sur ce, c'est important de continuer sur cette lancée-là. Donc, on a bien débuté la saison. Il reste à poursuivre sur notre lancée. Et finalement, Oliver Berman, qui se classe dixième avec une deuxième arrivée dans les points pour le pilote Haas cette saison. Bravo. Encore des petits points par-ci, par-là pour Bearman. Des points importants, des points, tu sais, ça fait partie de l'expérience, de son bagage. Ça a pas été, ça a été une course, je dirais pas facile, dans le sens que pas beaucoup de rebondissements, mais c'est des courses où on doit être excessivement constant. Et normalement, c'est ce que les Mhm. jeunes ont pas. Donc, c'est ce que j'ai trouvé qu'il faut saluer, notamment de Antonelli, Hadjar et Berman. C'est à une course justement où ce que tu peux pas commettre aucune erreur, que faut que tu gardes euh, ton rythme, tu sais, même si c'est Antonelli qui a fait un tout droit à un instant, mais je pense qu'il a réussi à bien s'en sortir quand même. Mais je veux dire, pour le reste, là, les pilotes ont été quand même très, très bons de garder cette constance-là. Et les jeunes, vraiment, là, à dixième, Berman signé des bons points, surtout quand tu sais que tu as un Alonso qui termine onzième. Des fois, ça peut mettre un peu de pression, même si on sait que tu sais, Aston Martin se cherche encore. Du côté de Tsunoda, ben, il a été élu le pilote de la journée.
le facteur, c'était au Japon, sûrement. Moi, pour moi, c'est pas le pilote de la journée, Yuki Tsunoda, mais a quand même réussi à remonter. Sauf que, encore là, je l'avais dit, là, il s'était tiré dans les deux pieds en mettant ce gros aileron-là qui était complètement inutile, mis à part assurer la stabilité de sa voiture puis être sûr qu'il fasse pas revoler des morceaux partout là, dans le mur. Mais à part de ça, il n'y avait aucune chance de remonter le peloton avec ça. Là. Donc, 12e pour Tsunoda. Avais-tu quelque chose à ajouter du côté du japonais? Ben, écoute, c'est pas l'entrée en matière la plus formidable pour Tsunoda, mais au moins il a l'occasion de se reprendre très prochainement à Bahreïn. Donc, on souhaite bonne chance à Yuki. Ça n'a pas été évident devant son public, mais c'est une première. Il y a peut-être des belles choses qui vont arriver par la suite. On va lui souhaiter. Oui, exactement. 13e pour Pierre Gasly, 14e pour Carlos Sainz. Sainz, on le disait, toujours en train d'apprivoiser sa voiture. On dit le chiffre Mhm. magique des 5 Grands Prix à attendre avant de s'impatienter pour l'Espagnol. Ensuite, Jack Doohan, on peut dire qu'il a, bon, d'une certaine façon, bien récupéré un week-end excessivement difficile en terminant 15e. Nico Hülkenberg, ben, moi, j'ai tendance à dire que c'est le maximum de ce que la stack pouvait faire pour le week-end. Hülkenberg nous a habitués Mhm. de soutirer la limite de sa voiture, donc je ne verrais pas pourquoi il ne l'aurait pas fait. Liam Lawson, 17e, pas. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Je sais que c'est une nouvelle voiture pour lui à apprivoiser, même s'il était là la saison dernière, c'est une voiture qui est bien différente, qui semble nettement supérieure à ce qu'il a connu la saison dernière chez Racing Bulls, mais quand même. On va lui donner une période d'adaptation aussi. Est-ce qu'on y va avec le chiffre magique des 5 Grands Prix pour Liam Lawson aussi ou il n'y aura pas le luxe d'attendre aussi longtemps? Ben, il faut qu'il s'adapte le plus rapidement possible. Mhm. Mais faut pas, on connaît la patience de Red Bull. Oui, c'est lui laisser le temps aussi, mais il faut faire attention parce que je sais, encore là, en F2, il y a un jeune pilote très talentueux, en Arvid Lindblad, qui a assez de points de super licence pour accéder à la Formule 1, mais il ne faut pas le brûler trop vite, lui non plus. Non, Donc, moi, je pense qu'on devrait laisser du temps à Liam Lawson pour redécouvrir la Racing Bulls. Lui qui attendait une voiture de sécurité qui n'est jamais venue, tout jamais venu, simplement. c'est ça. C'est ça. Encore là, je ne vais pas tout donner les torts à Lawson. C'est sûr qu'il y a la qualification tout de suite quand ton coéquipier est si loin que ça. Sauf que Racing Bulls nous habitue, c'est pas la première fois qu'on le mentionne au F1 Podcast, à prendre parfois des drôles de stratégies ou prendre pas les bonnes stratégies. Attendre la voiture de sécurité, ils sont pas les seuls. Lewis Hamilton a fait la même chose aussi, Mhm. mais ça n'a pas été payant. On s'est fait avoir du côté-là. Esteban Ocon, 18e, week-end à oublier pour une partie du garage de Haas. Gabriel Bortoleto, mauvais départ, départ pour ne pas dire catastrophique, termine quand même devant Lance Stroll. Lance Stroll, disons que si il doit prendre des vacances la saison prochaine ou se faire enlever, je sais pas moi, une opération, l'appendicite ou l'appendice, des choses comme ça, je prendrais le Grand Prix de Suzuka à sa place. Parce que je pense qu'il ne perdra pas grand-chose de ne pas être là. 20e, ça fait quelques saisons que c'est difficile, on le mentionnait, pour lui là-bas. Kevin, j'ai l'impression qu'au cours de la saison, pour les auditeurs qui ont oublié, on a choisi des recrues de l'année. Tu avais choisi Ouais. Kimi Antonelli, j'ai choisi Oliver Berman. De mémoire, Jean-Christophe avait choisi Isaac Hadjar. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a l'air trop fou dans sa décision. Kimi Antonelli s'en sort étonnamment bien pour un talent générationnel, si on a le droit d'être étonné quand même. Après ça, Oliver Berman fait très bien, malgré qu'il est dans une hase, et a le dessus sur son coéquipier, qui n'est pas n'importe qui en Esteban Ocon. Et après ça, on a Isaac Hadjar, ben, on le disait là, depuis le début de l'épisode, 2 très bonnes séances de qualification. On oublie la première course. Encore là, bravo à lui, parce que c'était pas évident. Là. Il y a eu l'embarras. Tout ce qui s'est passé après sa première course a vraiment mis ça derrière lui. Une mémoire courte, c'est quelque chose qui est très bon pour un athlète d'être capable d'oublier nos mauvaises performances et de se souvenir de ce qui est bon. Donc à ce moment-là, Hadjar a un très bon début de saison aussi. J'ai l'impression que ça risque de retenir l'attention et de faire des discussions tout au long de l'année, ce fameux titre de recrue de l'année-là. Les critères sont différents pour tout le monde, bien sûr. Antonelli est dans une très bonne voiture, sauf que la pression vient avec, la vitrine aussi est plus grande, donc si tu fais une erreur, ça te passera pas inaperçu. Ensuite, Berman fait bien malgré donc ça ne sera pas évident à évaluer tout ça. C'est là que je veux en venir, là, que à certains moments au cours de la saison, là, après 3 Grands Prix. L'autre chose sur le point de vue des recrues, oui, ils font bien. J'ai hâte de voir. C'est le début de 3 Grands Prix en 3 semaines. Ça, c'est pas évident à faire. Ça, c'est quelque chose. Et j'écoutais les commentaires de Isaac Hadjar qui mentionnait après le Grand Prix qui vient de se terminer, le Grand Prix d'aujourd'hui. Il disait, j'étais complètement détruit avant la fin de l'épreuve.
son coup, il y avait de la misère à garder sa tête debout. Il dit, il y a des secteurs, il y a des moments dans la course où j'aurais pu optimiser ma vitesse puis mon rythme, mais je pouvais pas le faire parce que mon corps est en train de céder. J'avais juste trop mal. Ça, là, c'est pas le genre de choses que tu vas entendre au début d'un week-end de 3 courses, puis au Mm. troisième Grand Prix de la saison dans une saison de 24 Grands Prix, là. Non, effectivement. Et c'est sûr que là, on arrive sur trois circuits qui sont assez différents, le Suzuka, Bahreïn et Jeddah. Donc, c'est trois circuits qui sont diamétralement opposés. Et si Isaac Hadjar a souffert à Suzuka, j'ai hâte de voir en Arabie Saoudite, dans le secteur rapide, dans les fameux S rapides, qu'est-ce qui va se passer parce que c'est pas facile pour lui. Je me rappelle, je pense que c'était Oliver Bearman qui a dit qu'il lui aussi, après le Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'année passée, il était assez raqué, comme on dit, Ouais. là. Donc, je vais souhaiter la meilleure des chances à Isaac Hadjar. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Ouais, ben c'est de voir aussi, tiens, Antonelli n'a pas une très grande charpente aussi. Tu sais, c'est pas Non. un gros bonhomme quand on Mhm. regarde le coup des pilotes qui ont quelques années en F1, tu sais, notamment Lance Stroll, même Max Verstappen, très très bon coup, là, on le voit. Tu sais, c'est tout le contraire là, lorsqu'on regarde Antonelli. C'est un gars qui est en très bonne forme, mais tu sais, à Jar, la même chose. On s'habitue tant que tu l'as pas vécu. T'as beau t'entraîner dans les gymnases, mais tant que t'as pas été dans ces situations-là, tu le vois pas. Puis là, j'ai hâte de Mhm. voir à quel point qu'on va être capable de récupérer de ça du côté la job, puis ça doit pas être le seul, hein. C'est pas juste Isaac, Non, d'après non, moi, qui c'est a eu ça. de la difficulté à terminer cette épreuve-là. Je suis persuadé que dans tous les recrues, ça a été le même cas. Donc, de voir, tu sais, de vérifier est-ce que les performances vont descendre, est-ce que la constance, est-ce qu'on va traverser ce moment de fatigue-là dans la saison? T'es encore trop jeune pour le dire, mais ça va être intéressant de garder un coup d'œil là-dessus, surtout lors du 3 en 3. C'est ce qui va nous donner quand même un indice de comment on pourrait se comporter là, sur 24 Grands Prix, parce que c'est une situation qui risque de revenir. En terminant, ton pilote du jour, pour mon côté, j'étais allé avec Max Verstappen. J'explique pourquoi. Oui, on n'a pas donné de titre à un pilote qui a remporté l'épreuve depuis le début de la saison. On l'a donné surtout à des surprises, des choses comme ça. Mais c'est le fait qu'il n'y a pas eu de gros écarts. Tout le long, à 2 secondes, simplement 2 secondes de coussin, juste un petit peu plus que deux parfois. Donc, j'ai trouvé que de maintenir le cap avec ça, c'était pas évident. Donc, pour moi, ça a été mon pilote du jour. De ton côté, qui a été ton pilote du jour? On va y aller avec Max Verstappen aussi. Écoute, réussir à tenir tête aux deux McLaren, pas céder, pas commettre d'erreurs. Verstappen ne commet que très peu d'erreurs, mais réussir à rester focus à 100% et garder ses rivaux à distance. Bravo, super. Et une belle victoire méritée pour Verstappen. Ben, c'est déjà la fin de notre troisième épisode pour notre troisième Grand Prix de la saison. La bonne nouvelle, c'est qu'on recommence la même chose lundi prochain avec le Grand Prix de Bahreïn, un Grand Prix que j'adore, le premier Grand Prix Mhm. de nuit. Première fois qu'on va avoir la chance de voir les monoplaces 2025 sous les réflecteurs. Donc, bien hâte de voir ce week-end de course-là qui, normalement, nous donne des bons dépassements, des belles surprises. C'est un circuit qui est fait sur mesure pour les F1, un circuit où ce que justement tout le contraire de Suzuka où ce qu'on peut avoir des dépassements. Normalement, on en a beaucoup. C'est un des circuits qu'on en a le plus. Donc, bien hâte au week-end prochain. Kevin, je te remercie d'avoir été avec nous encore une fois et je te souhaite une excellente semaine. Apparemment, merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 7 avril. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essai libre au Grand Prix de Bahreïn. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et cliquez sur la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.